Chabas, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Le Lys Bleu La vie de Pythagore. Pythagore, c'est pratiquement une légende. Et il n'a rien écrit comme Socrate, il n'a rien écrit. Alors, sur quelle source vous êtes-vous appuyé pour initier son début de vie? Le gros problème et le gros intérêt avec Pythagore, c'est que c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'il a une influence certaine au niveau de la philosophie grecque. Donc il a influencé, bien sûr, Socrate et Platon, mais on ne connaît pas grand-chose de sa vraie vie. On a quelques sources au niveau antique, dont les Oui, écrits de Socrate et de Platon qui en parlent. Et aussi, on sait qu'il a rencontré Denis de Syracuse, on sait que c'était un personnage historique existant, mais les sources réelles de vie de Pythagore sont des ouvrages qui ont 800 ans, qui sont parus 800 ans plus tard, c'est-à-dire c'est Jamblique et Porphyre. d'accord. Donc, on n'a que quelques petites bases. On sait qu'il est d'une île grecque qui s'appelle Samos. On sait qu'il a rencontré Thalès, qui a été plus ou moins son maître, qu'il a encouragé à voyager, et on sait qu'il est parti voyager. On sait à peu près qu'il a vécu plus de 90 ans, entre 500, moins 570, moins 475. Et il a probablement voyagé à peu près 50 ans. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour faire voir la richesse relationnelle de ce philosophe, un peu lister les personnalités, les religions, les philosophies qu'il a rencontrées? Déjà, en fait, en rencontrant son maître Thalès, Thalès lui a expliqué que lui avait voyagé et qu'il s'était rendu compte que beaucoup de peuples vénéraient des dieux différents et en étant des peuples très évolués. Donc, Pythagore a suivi ce conseil, est allé déjà en Grèce continentale, se faire initier à Éleusis, et après il est parti en Phénicie, à Babylone et en Égypte pour rencontrer les deux plus grandes civilisations de son époque. Une qui était en plein essor, qui était Babylone, qui venait de conquérir quasiment l'intégralité du Moyen-Orient, et de l'autre côté l'Égypte, qui était plutôt en déliquescence, qui commençait à s'écrouler, mais qui était quand même la puissance mystique pour tout le monde. Tout le monde était impressionné par la puissance de ce peuple au niveau religieux. Il y a des sources qui, comme Jean-François Mattei, qui dans Pythagore et les Pythagoriciens, affirment qu'il a pu rencontrer en fait Bouddha. Je pense qu'il a rencontré des adeptes de Bouddha, qu'il a été en contact avec ce genre de disciples, et ça l'a interpellé aussi de voir en fait cette nouvelle façon de voir le monde. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'analogie avec d'autres légendes ou d'autres personnages légendaires. Certains historiens ont rapproché le parcours de vie de Pythagore, de Orphée, voire du contestataire Jésus, fondateur du christianisme. Est-ce qu'il y a des analogies que l'on peut retrouver et si oui, lesquelles? C'est une question qui est intéressante, mais sur laquelle il est difficile de répondre. C'est-à-dire que Orphée est encore plus légendaire, encore plus source d'interprétation que Pythagore, sur lequel on a quand même des bases historiques fiables et crédibles. Donc, et Pythagore, et par rapport en fait à Jésus, certes, il y a les évangiles, mais Pythagore n'est pas en fait, n'a jamais cherché à être un messie, à imposer en fait une religion. Il a jamais été, il a été plus dans une école, à créer une école de réflexion pour aller à un certain perfectionnement intellectuel et moral de la société de son époque. C'est-à-dire qu'il se dégage en fait de toutes les religions pour s'en inspirer et pour faire réfléchir les gens par eux-mêmes pour qu'ils deviennent meilleurs. Comment, 2500 ans après, on retrouve des traces de cette formation pythagoricienne dans la maçonnerie? Il y a déjà une idée de base, c'est que le mot ésotérisme dont on parle si souvent est quand même un mot totalement pythagoricien, dans le sens que eiso, c'est derrière, c'est ce qui se passe derrière le rideau. C'est les étudiants, enfin les membres de la secte pythagoricienne, au début, assistaient à des enseignements,
mais devant le rideau, et simplement à un certain niveau d'initiation, ils avaient le droit de passer derrière le rideau. Donc on a déjà ça. On a aussi l'obligation de silence qui était imposée aux nouveaux pythagoriciens. On a cette idée d'initiation à plusieurs niveaux que l'on peut retrouver en fait chez les Babyloniens aussi. Enfin, on retrouve en fait cette idée d'initiation multiple, diverse et graduelle. L'idée de base de ce travail, c'est de partir de ce personnage de Pythagore qui lui-même est allé voir en fait différents peuples, différentes religions, et dans un monde qui n'était pas du tout influencé encore par le monothéisme, ou très peu, même s'il rencontre certains Hébreux en fait qui lui parlent de monothéisme, le monde est totalement divers. Il n'y a pas une puissance religieuse, une puissance économique. C'est un monde multiculturel, avec des puissances un peu régionales, qui sont toutes des peuples à peu près du même niveau. Donc l'idée révolutionnaire de Pythagore, c'est de synthétiser en fait les enseignements qu'il a reçus et les offrir à tout le monde. Tous les peuples en fait étaient admissibles à ces écoles. Son idée en fait était de faire quelque chose pour perfectionner l'humanité dans son intégralité et si possible sans dogme. Alors, quand je pose la question autour de moi, à certains érudits ou certains intellectuels, qu'avez-vous retenu de Pythagore? 9 fois sur 10, il parle bien sûr de la table de Pythagore, du carré de l'hypoténuse égale la somme voilà, le théorème de Pythagore, mais peu parle de ses connaissances physiques, musicales, et encore moins parle de ce que certains historiens ont soulevé, c'est qu'en fait, ils le considèrent parfois comme le fondateur de la science politique. Et la question qu'on peut se poser, c'est son école aristocratique du sud de l'Italie, à Crotone, c'était là où était son école, est-ce qu'elle ne risquait pas de mettre le feu aux poudres dans une démocratie populiste et aboutir à sa fin de vie? J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et n'y aurait-il pas une transposition à faire à notre époque? Le problème de Pythagore, c'est d'avoir voulu créer une école ouverte à tous, mais ouverte à tous, quelle que soit sa race, sa religion d'origine, mais réservée aussi à certains niveaux de personnes. C'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas être admis à l'école pythagoricienne. Il y avait une sélection rigoureuse des membres en amont pour éviter de divulguer des enseignements qui pourraient être mal compris. Donc on avait à la fois quelque chose d'universel et de réservé à une certaine élite, une certaine aristocratie, non pas basée sur le nom, mais basée sur la reconnaissance de qualités morales, physiques même à l'époque, et intellectuelles. Donc, et avec quand même toujours cette volonté de faire progresser l'humanité dans son intégralité, pas seulement les membres de l'école, mais par leur action dans la politique, dans la gestion de la cité, dans la gestion en fait, des relations interhumaines qu'ils pouvaient avoir, de faire progresser l'intégralité de la société. Le problème que l'on connaît, même encore de nos jours, c'est comment une élite peut revendiquer de vouloir faire le bonheur des autres malgré eux, de travailler en disant je fais le bien et vous allez en profiter. Il est évident que des personnes qui ont été, comme dans le cas en fait de Pythagore, des gens qui ont été rejetés à la sélection, aient un ressentiment et pensent que ces personnes qui interviennent qui sont à la fois pythagoriciens, c'est-à-dire membres de l'école pythagoricienne, et hommes politiques, font un ménage un peu particulier et travailleraient plus pour Pythagore et sa clique que pour le bien de la société. Pour Pythagore, le monde tel qu'il est un monde à la fois infini, éternel, mais dans lequel l'homme n'est que de passage. L'homme dans cette personne qu'il incarne pendant la durée de vie qui va de quelques mois jusqu'à une centaine d'années au maximum, en fait, n'est simplement que de passage.
Et donc, il est à la fois dans ce monde matériel, obligatoirement, il doit contribuer au bien-être de tous, et le bien-être de tous est dans la vie. Donc c'est pour ça que la plupart des membres de l'école pythagoricienne étaient à la fois hommes politiques, médecins, savants. Ils essayaient d'avancer sur la voie de la connaissance matérielle, mais également d'avoir cette idée d'éternité et de fait que l'on n'est que de passage et que l'on doit servir quelque chose qui nous dépasse. Donc un travail aussi comportemental. Totalement. C'est-à-dire que le but, c'est de s'améliorer pour que l'intégralité de l'humanité s'améliore aussi. C'est à la fois Eh, personnel et collectif. eh bien, Guy Chabas, merci de nous donner envie de lire avec impatience votre ouvrage. Je l'ai parcouru, mais je vais encore l'analyser, car il y a probablement des rapprochements à faire pour tous les francs-maçons qui se posent des questions sur l'origine de leur rituel et le sens à donner à leur vie. Merci beaucoup, à bientôt.